dépasser la ligne de but. Une ligne droite, un virage, une dernière ligne droite. S'il te plaît, à 2 mètres de la ligne. Across the finish line to get the victory. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne, le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et 2 fois par mois, j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. Athlètes, médecins, journalistes sportifs, dans l'ombre ou sous le feu des projecteurs, nous découvrirons ensemble les joies, les peines et les passions de ces personnalités au destin aussi atypique que extraordinaire. Je t'invite grandement à t'abonner, à noter et à laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me suggérer des idées, des améliorations ou encore des invités. Tu peux également suivre la page Instagram laligne.podcast où tu découvriras l'envers du décor de chaque épisode. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Léon Blacks, est-ce que ça vous dit quelque chose? All Blacks, non? Connais pas. Connais pas, non? Nous allons vibrer, nous allons vivre des minutes extraordinaires. Alors, bonjour Henri Garcia. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Tant mieux, je suis très heureux de vous rencontrer ici, chez vous, à Asquin, dans le sud-ouest. Donc, si vous le permettez, je vais vous présenter rapidement. Oui. Donc, Henri Garcia, né à la fin des années 1920, vous commencez à travailler dès 16 ans, en 1944, au journal Combat. Dans ce journal Combat, vous ferez la rencontre de Albert Camus, qui vous prend sous son aile et qui vous dirige vers le journalisme. En 1949, vous faites votre entrée au journal L'Équipe, où vous êtes en charge du rugby et suivez de nombreuses tournées de l'équipe de France autour du monde. Vous serez ensuite directeur de l'équipe et également directeur de la rédaction jusqu'en 1994. Au-delà de ça, vous êtes également un auteur à succès avec notamment La fabuleuse histoire du rugby, qui est, on peut dire, l'encyclopédie du rugby. Dans cet échange, nous reviendrons sur votre relation avec Camus, votre carrière de journaliste sportif depuis les années 50, votre rôle de directeur chez l'équipe et enfin vos livres. Bienvenue sur le podcast La Ligne, Henri, et merci de m'accueillir chez vous. Merci à vous. Écoutez, moi j'ai une petite question traditionnelle pour commencer le podcast. C'est quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, qui était votre modèle dans le sport ou ailleurs? Oui, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la télévision, alors c'était encore les heures initiales de la radio. On avait d'énormes postes de radio, et puis c'était les journaux, surtout qui finalement étaient le véhicule de l'information. Et très, très, très jeune, j'ai lu l'auto, et j'étais très attiré par le sport, avec des champions comme Jules Ladumègue en athlétisme, Antonin Magnus, Pécher, Le Duc, de la grande période du Tour de France et du cyclisme, et puis aussi la boxe m'intéressait beaucoup. Après, j'ai suivi la carrière de Cerdan. Déjà, Cerdan, avant-guerre, avait déjà une grande popularité, parce qu'il était à ce moment-là dans les mi-moyens et il faisait déjà des ravages. Bon, donc, j'ai suivi à peu près tous les sports, m'intéressaient, et puis, après, j'en ai fait parce que c'était normal, et notamment pendant l'occupation, parce qu'on avait une demi-journée de sport obligatoire, et c'est ainsi qu'alors que j'étais au collège Paul Lapie à Courbevoie, on allait marchant, en chantant Maréchal nous voilà, parce que c'était obligé, en groupe, jusqu'au stade où les professeurs qui nous enseignaient l'histoire, la géographie, le français, nous enseignaient le sport également. Alors j'ai fait avec Cruzel de Pau
professeur d'histoire-géographie, j'ai fait du rugby. Avec Benoît, j'ai fait du handball. Mais du handball, à l'époque, c'était introduit par les Allemands, parce que le handball est un sport allemand, d'origine allemande, contrairement aux autres sports qui sont d'origine anglaise. Et donc, on jouait au rugby à 11. Et je me suis trouvé dans une équipe avec un élève de ma classe célèbre, c'était Hubert de Givenchy. Alors, j'ai vu Hubert de Givenchy dans l'équipe avec moi. Et au handball, il était très bon parce qu'il était déjà très grand. Et à la fin de l'année, j'ai eu même un ouvrage de lui parce qu'on nous faisait faire des travaux manuels. Mais comme on n'avait pas de moyens de nous faire des travaux manuels, on faisait des bricoles. Alors, le truc, c'était de faire un album photo. Et je me suis retrouvé avec celui d'Hubert de Givenchy parce que ses initiales, c'était HG. Et alors, le professeur me l'a donné automatiquement HG. Il dit, c'est Henri Garcia. Et c'était en fait Hubert de Givenchy. Voilà. Enfin, voilà. Alors, plein d'histoires. Et justement, j'aimerais justement revenir sur la période de l'occupation. Parce qu'en 1944, durant la guerre, vous débutez votre carrière dans les médias au sein du journal Combat, où vous faites la rencontre de Albert Camus. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, eh bien, mon père était dans le mouvement Combat, et par un de ses amis, on lui a dit que le journal qui était clandestin, qui venait de sortir, parce qu'il a dû sortir vers le 21 août, par là, ouvertement dans Paris. Et je me souviens de la deuxième une, je crois, c'était un résistant torse nu avec une mitraillette qui faisait la une. Enfin, ça m'a marqué. Et quand je suis arrivé à Combat, donc, ça doit être le 22 août par là, et on m'a fait faire un peu toutes les corvées. Enfin, j'étais un peu le grouillot, je faisais rien. Et il y avait Albert Camus et Pascal Piat qui étaient les âmes de ce journal, notamment Camus, pour qui il voulait faire. Le sous-titre de Combat, c'était de la résistance à la révolution. Et lui, il voulait faire enfin une presse qui ne soit pas une presse à scandale, qui n'aille pas flatter les bas instincts, qui disent la vérité. Et ce qui a causé la perte du journal, parce qu'au moment d'un référendum, il a laissé la liberté. Alors il fallait répondre oui, oui, d'où les bénis oui, oui. Oui, non, non, oui, et il a laissé chacun s'exprimer. Alors c'était évidemment, intellectuellement, c'était formidable, mais sur le plan commercial, le public n'a pas compris. Et donc, petit à petit, c'est des achats de Combat qui a continué encore longtemps après. Et donc, alors Camus, on avait une relation particulière parce que j'allais avoir 16 ans le 24 août, le jour même de l'entrée de la 2e DB dans Paris. Et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et Camus m'aimait beaucoup parce que, disait-il, nous avons quelque chose de commun tous les deux, c'est qu'on a une grand-mère espagnole. Alors, parce qu'il avait une grande attirance vers l'Espagne, d'où sa famille maternelle était venue, de la région d'Alicante, je crois. Et lui est né donc près d'Alger, il s'est établi là-bas. Et donc, avec Camus, il m'a tout de suite adopté parce que j'étais le gamin au milieu de tous ces grands du journalisme. Il y avait vraiment des plumes formidables. Et moi, à 16 ans tout juste, j'étais rien du tout, quoi. J'étais un enfant avec eux. Et il me sortait le soir. Et avec Camus, on avait des rapports très, très... lui, comme un grand frère, pas un père, mais parce qu'il était jeune, il était très beau, avec des allures, avec son trench coat, on aurait dit un peu un fait Bogart, il était beau garçon, et il avait donc un prestige déjà formidable. Et 2 mois après, quand il fallait reprendre les études, il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu voudrais faire? Alors, moi, à l'époque, vous savez, c'était encore la guerre.
Et pendant toute l'occupation, j'avais trouvé une grande carte de Russie où on plantait des petits drapeaux. On a découvert comme ça des tas de villages ou de villes russes. Et donc, on était attiré par l'actualité internationale, la guerre, l'Amérique, les Anglais, Montgomery, tout ça, Rommel, Timoshenko. Et donc, alors j'ai dit, je voudrais faire, c'est la politique étrangère. Alors, Camus m'a regardé en rigolant un peu, en disant, à 16 ans, il veut faire la politique étrangère. Il m'a dit, écoute, je vais te mettre au sport, parce que c'est une excellente école. Tu devras rendre compte à des lecteurs qui ont assisté à l'événement, tu devras rendre compte de ce qui s'est passé, l'analyser, le décortiquer, à l'inverse de la politique étrangère, où tout se passe souvent en coulisses et où on ne raconte pas tout et on dit des mensonges. En sport, on est obligé de dire la vérité, parce qu'il y a le public. Et donc, le rédacteur doit avoir son opinion à lui, mais il ne peut pas tricher devant le public. Il ne peut pas dire que la France a gagné si elle a perdu, alors qu'en politique, on peut le faire. Voilà. Alors, il m'a mis au sport, parce qu'il adorait ça. Il avait été gardien de but du RUA à Alger. Il allait à tous les matchs de football, avec un faible pour le Racing, d'ailleurs. Et voilà. Et j'ai commencé là, au sport, et j'y suis resté. D'abord à Combat et ensuite ailleurs. Donc c'est lui qui vous apprend vraiment le journalisme et qui vous dirige vers le sport. Et qui regardait ce que j'écrivais, mais à l'époque, on paraissait sur une page. Alors le sport, d'abord, il n'y avait pas d'événements. Les premiers événements, ça a été vers le 11 novembre, jusqu'au 11 novembre, avec un match de la RAF ou d'Arsenal. Non, Arsenal contre le Racing, un match comme ça, un match amical au Parc des Princes. Ça a été un des premiers événements. Alors j'allais voir des petites choses, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et quand j'ai fait enfin des articles sur 30 ou 40 lignes, vous savez, la place était très comptée, et il me disait, là, tu as fait une bonne image, là, c'est un peu banal, ne fais pas des lieux communs, n'emploie pas des termes tout faits, un peu comme la presse sportive avait tendance à faire, vous savez, c'était l'époque, la sorcière aux dents vertes et l'homme au marteau dans le Tour de France. Et donc, le journaliste sportif était à l'époque considéré comme un journaliste de bas étage. Et le tarif syndical du journaliste sportif, c'était le dernier. Il était en dessous. Au-dessus, il y avait journaliste tout court. Et nous, on était en dessous. Et c'est un peu la direction de l'équipe qui, devant le succès de l'équipe puis de sa qualité d'écriture, a obtenu que nos tarifs soient valorisés et mis ça. Donc, Camus ne voulait pas que je sombre dans les lieux communs dès le départ. Machin. Non, il fallait faire une analyse, il fallait raconter les choses, mais en donnant une ambiance, en ayant une originalité dans l'écriture, dans le ton, et faire vivre l'événement plutôt que de raconter minute par minute ce qui s'était passé. Voilà, et pour ça, il a été toujours... Alors, j'étais très, très lié avec lui, on sortait le soir, on allait au Lorientais écouter Claude Luther, on m'appelait le môme, j'étais bien avec tous les... avec Astruc, le futur cinéaste, avec des tas de Paul Baudin, enfin tout ça. Et on passait des soirées, le vendredi soir notamment, on se retrouvait chez un des rédacteurs de l'équipe, à une trentaine, et on discutait, etc. Et pour Camus et les autres, j'étais le môme. Alors on me traînait partout.
Camus, lorsqu'il est arrivé dans Paris, il n'avait pas où loger. C'est André Gide qui l'a logé à côté de... Il avait un grand studio à côté de son appartement et il l'a donné il l'a prêté à Albert Camus. Et j'allais souvent chercher ses éditos quand il ne pouvait pas venir au journal. C'était 5 bis rue Vaneau, au 6e étage, avec ascenseur, dans un très bel immeuble bourgeois qu'André Gide occupait. Et je venais, il avait une sorte d'appartement d'artiste avec un premier étage en mezzanine où il couchait avec un grand séjour en bas. Et j'attendais là et il me donnait son éditorial que je ramenais au journal. Au début, c'était un peu ma principale occupation. Ok. J'étais une sorte de grouillot, quoi. Très bien, très bien. Et justement, après cet apprentissage, en 1949, vous arrivez au journal L'Équipe et on vous met en charge du rugby. Pourquoi on vous donne le rugby? On me donne le rugby parce que j'étais du Sud-Ouest et que j'aimais ça. Et surtout parce que le rugby était la seule rubrique où il n'y avait que des pigistes venant de l'extérieur. L'un travaillait au PTT, l'autre au ministère des Finances, le troisième au ministère des Transports. Et donc, il n'y avait pas d'ossature. Et j'avais été embauché avec l'appui de Gaston Meyer, qui avait été mon président quand je faisais de l'athlétisme au club athlétique français avec Marcel Ancel, les frères Vernier, enfin des recordmen de France en pagaille qu'on avait. Et on m'avait mis au rugby pour que j'avais une lettre d'embauche de Marcel Auger, parce que ma lettre d'embauche n'est pas venue tout de suite. Au début, j'étais pigiste. Quand j'ai été titularisé, alors Marcel Auger, qui était rédacteur en chef, m'a expliqué tout ce que je devais faire, que je devais m'occuper des correspondants, que je devais m'occuper de la tenue de la rubrique, de la relecture de ceci, cela, avec une permission de continuer à faire des articles dans le combat. C'est-à-dire, j'ai continué à faire des articles dans le combat avec la permission de Marcel Auger, rédacteur en chef de L'Équipe. Et là, j'étais le seul titulaire de la rubrique rugby. Maintenant, ils doivent être une douzaine. J'étais le seul titulaire et autour de moi, il n'y avait que des pigistes. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils partaient, etc. Et voilà. Et là, petit à petit, j'ai appris, parce qu'à ce moment-là, les correspondants envoyaient leur papier de présentation par lettre, 3 jours avant. Parce qu'il n'y avait pas... Le téléphone était compté, tout était plus compliqué. Et en plus, L'Équipe a toujours été une maison économe. Ouais, très bien. Et justement, à cette époque-là, quelle est la place du rugby dans la société française? Parce que je sais déjà que c'est du rugby à 13 que vous couvriez au début. Non, je faisais les deux. Okay. Il y avait le 13 et le 15. Alors, à l'époque, le 13 et le 15 se partageaient à peu près la popularité. Le 13 avait organisé en 1954 une Coupe du Monde en France, à Toulouse, Marseille, Lyon, enfin, avec 4 équipes seulement, et qui avait eu un très vif succès. À l'époque, le rugby était à 13 était très populaire. Bon, il était professionnel, c'était un grand mot. Il touchait beaucoup moins que les joueurs d'aujourd'hui. Et il y avait les grandes vedettes, comme Puy Gobert, Brousse, Ponsinet, tout ça. L'équipe de France, c'était une entité formidable. Et ils avaient été les pionniers. En 1951, ils avaient fait la première tournée de 3 mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et ils étaient revenus en bateau de Sydney 1 mois.
sur le Stretidant qui est arrivé à Marseille, où ils ont eu un triomphe à l'américaine. Vous voyez, bon, le rugby à 13 était un peu mal vu parce qu'il avait été suspendu pendant la guerre. Bon, bref. Mais il faisait concurrence au 15. Et après, bon, il a mal géré son succès. En Australie, c'était comme les Harlem Globetrotters. Ils avaient une réputation formidable. Il y avait une équipe avec des joueurs, Dopp, Merquet, tout ça, exceptionnel. Et donc, je faisais les deux. Voilà, j'étais un des rares à écrire sur les 13 ou sur les 15. Et j'ai fait des livres sur les 13 et sur les 15. Et donc, par conséquent. Mais le rugby était considéré comme un sport de province. Parce qu'à part Paris, il fallait descendre sur la Loire, quoi. Et il n'y avait pas encore la télévision qui a été, pour le rugby, un formidable outil de propagande. Je me souviens que Pierre Sabag, avec qui j'avais travaillé à Europe 1 et qui s'occupait de la télévision, disait que le rugby était particulièrement télégénique parce que, à l'inverse du football, par exemple, ou du basket, on pouvait faire des gros plans à des moments comme une mêlée, une touche, où le jeu était interrompu, mais on pouvait faire des gros plans sur les joueurs qui attendaient la touche, etc., et qui lui donnaient une dramaturgie exceptionnelle. Et le rugby était un jeu particulièrement télégénique pour ça. D'où son succès à Canal. C'est pas étonnant que vous puissiez voir une demi-douzaine de matchs du top 14 pendant un week-end. C'est sûr. En plus, ça a bien changé à travers Oui, ça a changé beaucoup. Et justement, en 57, vous partez avec l'équipe de France en Australie et en Nouvelle-Zélande pour une tournée. À 13. À 13. Est-ce que C'était vous pouvez... pour la Coupe du Monde, la seconde Coupe du Monde. Justement, qui avait lieu racontez-nous. en Australie. Et bon, à l'époque, c'était homérique parce que on prenait un avion à hélice, on mettait 3 jours pour aller à Sydney, alors qu'aujourd'hui, en un peu plus de 20 heures, vous y êtes. Et alors, on s'arrêtait partout, c'était des escales. Alors, c'était pénible parce que c'était des avions à hélice qui ne montaient pas très haut. Alors, vous prenez toutes les intempéries aériennes, vous les aviez, tandis que maintenant, on monte à des 1000 mètres et on est tranquille. Non, et on s'arrêtait donc. J'ai fait Paris-Nice, Nice-Rome, enfin, vous voyez, pour aller à Sydney, et j'ai mis un peu plus de 3 jours pour aller là-bas. Et je suis parti par un beau soleil, et je suis arrivé là-bas sous la pluie. Et justement, parce que quand vous partiez là-bas, vous viviez avec l'équipe de France. Oui. Vous étiez un des seuls journalistes avec eux. Ah, j'étais le seul. J'étais le seul, et je couchais à l'Olympique Hotel, un petit hôtel où l'équipe de France avait établi ses quartiers depuis 1951, qui était pas loin du Sydney Cricket Ground, qui était le grand stade de Sydney. Et je me souviens que mon forfait avec les repas était d'1 livre. Vous voyez, c'était pas cher à l'époque. Et je partageais, des fois je me trouvais, quand on voyageait à Brisbane ou dans des villages, je me trouvais carrément avec un joueur, à coucher dans la chambre d'un joueur. J'ai partagé ainsi la chambre de Caglio, notamment, qui faisait la lessive et qu'il avait mes chaussettes en même temps que lui, parce qu'il avait été un soldat très, 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 très courageux, et donc il avait gardé un peu cet esprit militaire. Alors, il avait ses affaires, par exemple, et au départ, je t'ai lavé tes chaussettes. Très bien. Alors moi, je sortais, et lui, il se couchait, j'arrivais, il était impeccable, il dormait tranquille, moi je me couchais dans le lit d'à côté. Non, alors j'ai partagé leur vie vraiment d'une façon exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est plus possible.
ce ne serait pas possible. Oui, maintenant, il n'y a plus qu'un seul journaliste. Ça, non. Et même, comment vous faisiez pour justement envoyer vos informations jusqu'au journal? C'était très compliqué à l'époque parce qu'il n'y avait pas le téléphone. Et donc, j'avais conclu un accord avec l'AFP, l'Agence française de presse, c'est-à-dire que je leur faisais un petit compte-rendu gratuit et ils me donnaient la possibilité d'envoyer mes câbles de presse à leur agence de Londres et en bénéficiant donc du tarif Commonwealth, qui était beaucoup moins cher que on n'aurait pas pu, lorsque Daniel Allan a fait la tournée de 58 en Afrique du Sud, il a envoyé des petits câbles. Et moi, je racontais carrément le truc, je l'envoyais directement. Et ça passe. Et j'ai gardé ce truc, après, même à 15, tout ça, pendant les Coupes du Monde, en Afrique du Sud aussi, d'envoyer mes câbles sans les corriger, carrément comme une copie normale, directement à l'AFP de Londres, qui l'envoyait après de Londres à Paris par notre abonnement normal de l'AFP. Ce qui m'a permis d'écrire. Et par exemple, pendant le boycott de l'Australie, en 71, je crois, c'était au moment des essais atomiques, tout ça. Alors, l'équipe de France avait été mise un peu en quarantaine, les journalistes n'avaient pas le droit d'envoyer leurs câbles en France. Mais moi, comme je l'envoyais à Londres, je passais. Voilà, grâce à l'AFP, j'ai pu envoyer mes télégrammes normalement. Et vous avez également réalisé une tournée en Afrique du Sud, c'est ça, avec l'équipe de France? Plusieurs en Australie, Nouvelle-Zélande, en Argentine, en Amérique même, et en Afrique du Sud, oui, plusieurs fois. Et justement, en Afrique du Sud, c'était le moment de l'apartheid. Ah, en plein. Et qu'est-ce que ça avait de spécifique? Qu'est-ce que vous avez remarqué de spécifique par rapport au rugby vis-à-vis de l'apartheid? Eh bien, le rugby, c'était le sport national, c'était le sport obligatoire, c'était le sport notamment des Afrikaners. C'est-à-dire les Afrikaners, c'était tous ces Van Doren et tous ces Dupont ou Durand ou Duplessis. C'était les Huguenots français qui avaient émigré en Hollande au moment de la suppression de l'édit de Nantes et qui avaient colonisé l'Afrique du Sud avec les Hollandais. Donc c'était les Afrikaners, alors qui parlaient l'african, qui était un dérivé du hollandais, et il y avait ceux qui parlaient anglais. Il y avait une grande différence. Mais chez les Afrikaners, c'était le sport. C'était plus qu'un sport, c'était une façon d'affirmer sa virilité, sa personnalité. Le rugby, c'était le reflet de leur image un peu rude, quoi. Et justement, c'était le sport des Blancs, les Noirs n'avaient pas le droit de participer. Les Noirs jouaient très peu au rugby parce qu'ils n'avaient pas les terrains voulus. Ils avaient des terrains caillouteux. On pouvait toujours jouer au football. Maintenant, il y a un rugby noir très important en Afrique du Sud, puisque Colisi, le capitaine, est noir. Et donc, mais ça, c'est venu plus tard. Moi, parmi les tournées, j'avais fait 67, j'ai voulu faire la tournée de 1970 des All Blacks en Afrique du Sud. Parce que jusqu'en 67, donc, la loi du Parlement sud-africain interdisait aux non-blancs, ce qui était un terme assez vague, aux non-blancs de vivre dans le même hôtel que les blancs. Et donc, ils n'acceptaient pas les Maoris, qui étaient dans l'équipe des All Blacks. Et en 67, en 64, les Néo-Zélandais avaient fait leur dernière tournée
sans les Maoris. Et en 67, ils ont voulu retourner en Afrique du Sud avec les Maoris. Verwoerd, le président sud-africain, a fait voter le Parlement et tout ça. Ils ont refusé les Maoris. Et les All Blacks ont dit, pas de Maoris, pas de tournée. Et c'est comme ça que les All Blacks sont venus en Europe, à la place d'aller en Afrique du Sud, la fameuse tournée de 67, où ils se sont affirmés comme l'équipe la plus offensive du monde. Et donc, après, ils ont dit, nous n'irons pas en Afrique du Sud sans les Maoris. Et en 70, les Sud-Africains ont changé la loi de l'apartheid. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, si vous aviez des non-blancs, donc des Maoris ou des Noirs, peu importe, dans l'équipe nationale, vous pouviez venir en Afrique du Sud. Et j'ai suivi toute cette tournée des All Blacks avec les Maoris, mais à l'époque, il n'y en avait que 3 sur les 30 de la tournée, 3. Et donc, j'ai suivi donc l'évolution petit à petit dans l'esprit des Sud-Africains de l'apartheid. Et en même temps, je faisais des reportages sur des sportifs sud-africains comme Karen Muir, qui était recordwoman du monde de natation, qui ne parlait pas anglais, qui parlait qu'africain, que j'avais été interviewé chez elle à Kimberley. Et donc, j'ai suivi toute la tournée. Et c'est comme ça que je suis devenu ami avec Brian Lecor. Et petit à petit, on a senti un frémissement. Et je me souviens, je ne sais plus dans quel journal, je crois que c'est le Sunday Times, etc., en tout cas dans un journal anglais, il y avait eu un grand édito où le journaliste terminait ainsi: « Merci les All Blacks, vous nous avez permis de faire une brèche dans le mur de granit de l'apartheid. » Donc le sport avait changé. C'était le premier grand changement de l'apartheid. Après, il y a eu toute l'évolution, Mandela et compagnie, mais au début, Mandela était en prison, déjà. Et donc le sport a permis justement de... Oui, le sport a permis à l'Afrique du Sud de changer. Et c'est pour ça que leur victoire avec un noir, Chester Williams, dans l'équipe, a eu une importance considérable avec Mandela, qui était président noir. L'opinion publique changeait. Donc dans les années 90. Dans les années 90, etc. Mais moi, je parle de 70 et avant. Ouais. Mais en 90, ça a commencé à changer. Puis Mandela est sorti de prison. Moi, toutes les tournées que j'avais faites jusque-là, Mandela était toujours en prison. Depuis 67, ma première tournée en Afrique du Sud, il était en prison jusque dans les années 90. Et ça a changé. Et le rugby a apporté cette nouvelle vision à l'Afrique du Sud, qu'on pouvait jouer dans une équipe multiraciale avec des Sud-Africains noirs, comme Colissi et comme d'autres, qui est capitaine. Et donc, cette victoire de l'Afrique du Sud avec Mandela à sa tête et qui triomphait à la fin dans la Coupe du Monde, ça a été le fameux film Invictus, hein, et ça a apporté énormément. Le sport c'est pas son rôle, mais il peut jouer un rôle. Il peut jouer un rôle dans l'évolution politique des pays, des États. Et en Afrique du Sud, toute l'affaire de l'apartheid, que j'ai suivie depuis son début, montre qu'une société aussi fermée
que celle d'Afrique du Sud. Parce que les Afrikaners que je fréquentais à l'époque, c'était impossible. On avait averti les Français, surtout sortez pas avec une noire, si vous êtes pris, vous êtes expulsé. Donc, vous voyez, alors, l'évolution, elle a été importante. Et le rugby a apporté, parce que c'était le sport national d'Afrique du Sud, une nouvelle vision. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est une société idyllique, bien qu'elle soit dirigée par des Noirs. Ben, l'Afrique du Sud vit des problèmes économiques terribles, mais ça, c'est un peu les métastases de l'apartheid. Complètement. C'est super intéressant de savoir ça, de prendre en compte justement la dimension sportive dans la vie politique. Et j'aimerais justement revenir un petit peu sur le rugby, parce que ensuite, vous avez continué votre carrière jusque dans les années 90 à l'équipe. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au rugby, quels sont les événements qui vous ont le plus marqué durant votre carrière? En rugby, bon, j'étais tout jeune. En 43, donc je vais avoir 15 ans, et j'avais été avec mon père à la reprise du championnat, parce que le championnat avait été supprimé pour rétablir les relations avec les Britanniques juste en 40, et en 43, il y a eu le premier championnat de France, et il opposait l'Aviron Bayonnais à Agen. Et j'avais été, le stade du Parc des Princes n'était pas plein. Mais enfin, c'était une finale, il y avait quand même de l'ambiance et tout. Et ce qui m'avait frappé, c'est que moi qui suis d'ici, la découpe de la France en zone occupée, zone non occupée, alors on disait zone nord et zone sud. Mais alors Bayonne, cette finale opposait le champion de la zone nord au champion de la zone sud. Et le champion de la zone nord, c'était Bayonne, parce que toute la frange côtière était dans la zone occupée, jusqu'à la largeur de Dax à peu près. Et donc Bayonne était dans la zone occupée, dont la zone nord. Alors Bayonne était le champion de la zone nord, et Agen, qui est plus au nord, était le champion de la zone sud. Et là, je trouvais, il y avait Daugé qui était un peu mon idole, parce qu'à l'époque, il avait été la vedette des 13 à 19 ans, et donc après, il était à nouveau la vedette des 15, et donc ça a été le premier événement. Ensuite, je dirais que c'est en 68, non, en 58. En 58, quand Mias a pris les commandes de l'équipe de France, ça a été la première victoire à Cardiff. On avait perdu le tournoi parce que les arbitres étaient un peu bizarres à l'époque. Et puis là, à l'époque, on remplaçait pas les blessés. On avait eu 2 blessés contre l'Angleterre. Vous voyez, il y avait eu des circonstances. Et enfin, un beau jour de 58, l'équipe de France gagne à Cardiff. Et c'était dans le vieux Arms Park de Cardiff, celui qui était un cynodrome avec une piste encendrée, etc., vieillot. Et les Gallois, j'adorais l'hymne gallois déjà, qui est, je trouve, un chant émouvant, profond, qui trace toute la personnalité du pays de Galles. Et donc ces Gallois, qui sont des combattants farouches, ont un public magnifique, magnifique. Buveurs de bière, mais connaisseurs en rugby. Et ils ont fait une ovation à l'équipe de France lorsqu'elle a quitté le terrain, alors qu'ils avaient battu le pays de Galles. Et ça a été un truc extraordinaire. Pour moi, ça a été la révélation de la beauté du rugby, parce que l'équipe de France avait fait un très beau match. La beauté du sport, avec un public qui félicitait
une équipe qui venait de battre son équipe nationale. Et pour moi, ça a été un des événements majeurs. Peut-être le premier grand événement où j'avais vraiment les larmes aux yeux. Et justement, c'est dans ce moment-là que vous vous rendez compte vraiment de l'esprit du rugby? Ah oui. Non, mais je faisais beaucoup de matchs en internationaux des autres nations, parce qu'à l'époque, on ne jouait pas en concurrence. C'est-à-dire que ça permettait de voir l'équipe de France et d'aller voir l'équipe d'Angleterre, ou d'Écosse, ou du Pays de Galles. Et un jour, il y avait la tournée des Australiens et il y avait un match en Écosse. Et je suis allé voir les Australiens au Pays de Galles, où j'ai rencontré et je me suis lié d'amitié avec Danny Craven, la grande figure du sport, notamment du sport sud-africain, parce que je suis revenu depuis le siège des Australiens à Porthcawl jusqu'à Cardiff dans le bus avec Danny Craven. Alors on a parlé, on est devenus vraiment très proches. Et j'ai pris le train pour aller à Édimbourg. Alors c'était Cardiff-Édimbourg, c'était infernal, il s'arrêtait tout le temps. Alors bon, je dormais comme je pouvais. Et puis, à un bon moment, tac, au milieu du chemin à peu près, le train s'arrête, en pleine nuit, et je tire les rideaux, et je dis, mais on est où là, etc. Et je vois rugby. Oh, j'ai dit, mais ça, c'est formidable. Mais j'avais une petite connaissance quand même de l'histoire du rugby. Je dis, mais c'est là où est né le rugby, puisqu'il porte son nom. C'était la rubrique Public School. Et en revenant à Paris, j'ai dit à Marcel Hansen, écoute, je voudrais faire un grand reportage sur l'école de rugby. Et donc, ça doit être publié en janvier 56 par là, dans Sport et Vie. Alors, je suis allé là-bas. Jacques Salbert, qui était notre correspondant à Londres, en même temps que le représentant de Paris Match, et qui était déjà une grande figure de la télévision, m'avait obtenu l'accord du directeur de rugby pour que je vienne passer une semaine en fouillant les archives de rugby. Et ils ont été surpris, les Anglais, en voyant qu'un Français fouillait dans les archives de l'école de rugby. Et le Leicester News est venu nous photographier en disant, il y a 2 Français, donc l'un était le photographe, mais c'était moi qui faisais les recherches, qui s'intéressent à l'histoire de rugby. Et personne n'avait fait encore un livre sur le rugby. Et le premier que j'ai fait, avant la fabuleuse histoire du rugby, le premier que j'ai fait, ça doit être en 60, donc, un peu après ça. Et donc, Kléber Edens m'a fait la préface, qui s'appelait Le rugby, où je racontais un peu l'histoire du rugby. C'était une fabuleuse histoire de rugby en format de poche, aux éditions de la Table Ronde. C'était la préface de l'encyclopédie du voilà, rugby. c'était une ébauche. Et c'était Kléber Edens qui m'avait fait la préface, une très belle préface d'ailleurs, et que je garde toujours. Et oui, voilà. Donc, au rugby, à l'école de rugby, j'ai appris ce qu'était vraiment l'esprit sportif des Anglais. Parce que dans les années 1800, ils n'étaient pas spécialement sportifs. Hein. Ils se bagarraient, ils jouaient. C'était un peu l'élite qui était dans les grands... pour les gens inscrivaient leurs fils à l'école de rugby dès qu'ils naissaient. Donc, ça coûtait 10 000 euros la pension. Donc, et c'était une élite. Et donc, ils ont les joueurs de l'équipe qui jouaient au rugby à l'époque, ils jouaient à 100. C'était des parties énormes. Et le directeur de l'époque de rugby, Thomas Arnold, qui s'appelait, a découvert
que ces joueurs qui étaient si indisciplinés dans la vie, qui se saoulaient, qui jouaient des jeux d'argent, qui se battaient dans les rues de rugby, qui était pourtant une toute petite ville, eh bien, quand ils s'occupaient eux-mêmes, ils s'en occupaient eux-mêmes, de jouer au rugby, qu'on appelait le football à l'époque, d'où le nom de football rugby. Donc, quand ils jouaient à leur football, ils étaient transfigurés. Ils avaient une discipline, ils organisaient tout. Et à rugby, ils ont été les pionniers parce que ils ont été les premiers donc à écrire des règles écrites qui n'existaient pas. Et Thomas Arnold, qui a quitté rugby pour occuper un grand poste dans l'éducation nationale anglaise, a imposé le sport dans les écoles. C'est comme ça qu'est né le sport anglais. C'est que Thomas Arnold a dit il faut faire du sport dans les écoles. Ça va les changer, les élèves. Et l'Angleterre est venue ainsi un pays qui a inventé à peu près tous les sports, etc., dans les années 50, 60, quoi. Et donc, le rugby a joué ce rôle maître dans l'évolution du sport en Angleterre et donc dans l'évolution du sport dans le monde. Parce que l'Angleterre a finalement diffusé le sport à travers le monde. C'est eux qui ont été les grands pionniers. Ah oui, complètement. Et j'apprends énormément de choses justement sur le rugby, un sport que j'aime beaucoup. Moi, il y avait quelque chose qui m'intéressait au-delà du rugby. C'est au cours de votre carrière, comment vous voyez l'évolution des relations entre les journalistes, enfin le journaliste que vous étiez, et les joueurs de 1950 à 1994? Jusqu'en 1994, l'évolution n'était pas très nette. On avait des relations, nous particulièrement à l'équipe, parce qu'on approfondissait beaucoup plus que les autres. On était obligés d'écrire en semaine et tout ça. Et donc, on allait voir les champions chez eux. On devenait leurs amis. Albaladejo, Boniface et compagnie, Bastien, j'ai couché chez eux. Et donc, on avait des rapports très... Bon, on s'engueulait des fois parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on avait écrit, mais ça passait. Et donc, on avait des rapports très intimes avec les joueurs, avec Spanghero, avec tout ça. On avait des rapports très intimes. On connaissait leur vie de famille, on connaissait leur famille, on était admis chez eux. Donc, on avait vraiment... Et ça a duré à peu près jusque dans les années 90. Avec Serge Blanco, j'ai eu aussi des rapports vraiment très, 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 très intimes. Il m'a fait la préface de ma dernière édition de La Fabuleuse. Et donc, on avait des rapports particuliers. Je me souviens particulièrement ceci, c'est en 87, première Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et la finale, c'est Nouvelle-Zélande-France. Alors, je vais voir mon ami Brian Locor, que j'avais connu dans les années 70, 67 et tout ça, et qui dirigeait à ce moment-là les All Blacks. Et je vais le voir pour une interview la veille du match. Il revient tout crotté d'un entraînement. Je reste dans sa chambre, il prend sa douche, on discute, etc., etc. Et au bout de l'interview, il me dit « Pourquoi tu ne restes pas manger avec nous ?» Et la veille de la finale, de la première finale de la Coupe du Monde, j'ai partagé le repas des All Blacks dans leur hôtel. On a pu discuter librement avec les uns, avec les autres, avec Shelton, avec tous. Kirk est devenu un copain, il est venu après nous voir à l'équipe et tout. Et donc, vous voyez, on avait Brian Locor, entraîneur de l'équipe des All Blacks, qui disputait leur première Coupe du Monde, m'a invité à partager le repas des All Blacks le vendredi midi. Alors, ils allaient se servir. Ils étaient très simples.
Ils vivaient dans un motel, il y avait d'autres clients, etc. Et moi, j'étais avec eux, et on allait se servir, ils ne faisaient pas de chichi. Ils ne jouaient pas les vedettes. C'était pourtant des vedettes immenses en Nouvelle-Zélande. C'était quelque chose d'énorme. Brian Locor, c'était un dieu. Don Clark, tout ça. Et malgré tout, il y avait ce rapport. On acceptait la présence d'un journaliste à table la veille d'une finale. Vous voyez ça aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Tout ça, c'est venu un peu du professionnalisme qui a changé les rapports. Alors, les clubs sont devenus avant, ils étaient dirigés paternellement par les présidents, tout ça. Maintenant, c'est devenu des affaires. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est devenu des affaires commerciales et seules. Et c'est la peur que j'ai, comme après Biarritz-Bayonne, c'est qu'ils ne sont pas dans un bassin industriel ou commercial suffisamment grand. Mais les grands clubs, finalement, ça a été le Racing, le Stade Français à Paris, Toulouse, Toulon, Clermont-Ferrand. Ce ne sont que des grandes villes. Biarritz a été la dernière exception quand, dans les années récentes, il a été champion de France plusieurs années de suite avec toutes ces vedettes, Harry Nordoki, tout ça. Mais c'était parce qu'il avait aussi un mécène. Mais sinon, un club de rugby ne peut pas vivre dans des villes moyennes aujourd'hui. Seules les grandes villes se sortiront, et même des villes comme Grenoble, tout ça ont du mal. Alors maintenant, vous avez Lyon qui a sorti, vous avez Bordeaux, mais ce sont des grandes métropoles. Seules les métropoles régionales ont finalement, c'est Montpellier, c'est Toulon, c'est Clermont-Ferrand, c'est Toulouse, c'est Paris. La Rochelle est un peu une exception tout à fait incroyable que La Rochelle tienne ça et que La Rochelle, en plus, depuis je ne sais plus combien de matchs, 40 ou 50, fasse stade plein. C'est-à-dire qu'à La Rochelle, ils font stade plein depuis 4 ou 5 ans. Ils ont construit leur stade, ils ont amélioré. C'est un peu un exemple. Bon, La Rochelle, il a quand même un bassin d'une centaine de milliers. Par rapport à Bayonne et Biarritz, c'est un peu différent. Mais je veux dire, c'est les exceptions. La Rochelle est une exception. Je veux dire que seules les grandes métropoles régionales ont la capacité financière d'entretenir une équipe de rugby. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de... Parce que comme vous avez vu vraiment toute l'évolution du rugby, de son côté amateur jusqu'à son côté professionnel, qu'est-ce que vous pensez de la compatibilité des valeurs du rugby avec le professionnalisme ? Est-ce que c'est compatible pour vous ? Pas toujours. Pas toujours, parce qu'il y a les intérêts des uns des autres, il y a les salaires, il y a des grands salaires maintenant. Alors les joueurs sont plus ou moins impliqués dans la vie du club, sont plus ou moins des mercenaires, c'est vrai. Tout ça plaide pas en faveur de l'esprit d'équipe, etc. Mais je crois que le rugby est un sport exceptionnel. C'est le seul sport collectif de combat. Donc, où il faut vraiment se serrer les coudes pour briller. Et le rugby, heureusement, porte en lui un peu cette qualité du collectif qui fait que même si vous êtes mercenaire, ben vous perdrez si vous ne respectez pas l'esprit collectif du rugby. Et donc, c'est un peu rassurant quand même, quoi. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours besoin de combattants. Je pense que on ne peut pas faire une équipe de rugby, même si on est des vedettes bien payées, etc., si on n'a pas un esprit collectif de sacrifice. Je veux dire que l'équipe de France qui a battu le pays de Galles a montré que en France, malgré notre individualisme, on était encore capable
de sortir une équipe qui fasse un jeu collectif payant. Et justement, que pensez-vous de cette nouvelle génération, des Ntamak, des Dupont qui sont en train d'éclore? Oui. Mais j'en pense beaucoup de bien. Et enfin, le rugby a reçu une mutation nouvelle, à savoir que après avoir donné priorité à tout un tas de mercenaires, certains de très grands talents, comme Wilkinson ou autres, après avoir donné cette priorité à des mercenaires étrangers, il n'y a rien là de péjoratif. J'ai vu parfois, dans des équipes comme Toulon ou Montpellier, où il y avait 2 Français sur 15. C'était inimaginable. On est allé droit dans le mur. Et si l'équipe de France a décliné, c'était à cause de ça. C'est qu'on préférait, parce que c'était moins cher, de prendre un Fidjien, même médiocre, plutôt que de donner sa chance à un joueur français. Et la fédération a imposé des quotas de jeunes formés au club. Et ce nombre de quotas est assez important maintenant pour qu'on voit partout des jeunes de très grande valeur s'exprimer. Les Bamba, les Tamac. À Toulouse, il y a toute une armée de jeunes de très grande qualité, qui vont venir. Le Racing maintenant, la formation française est devenue prioritaire. Et ça, c'est capital. C'est-à-dire qu'au lieu de mercenaires, dont certains avaient d'énormes qualités, de Nenou, Wilkinson et d'autres, Keno, et j'en passe. D'autres, en revanche, prenaient la place d'un jeune Français parce qu'il était moins cher. Un Fidjien, ça ne coûte rien, finalement. Alors que pour avoir un jeune Français de valeur, il faut d'abord, le mieux est de le former. Et ce qui est important, c'est que presque tous les grands clubs ont investi dans des centres de formation qui nécessitent des structures. Le Racing a de magnifiques structures dans son centre de formation. Toulon est en train de bâtir le sien. Toulouse, il y a longtemps qui fait cela. Et donc, la formation française est devenue prioritaire parce qu'on s'est aperçu que c'était aussi, commercialement parlant, un bon investissement. C'est-à-dire qu'en sortant beaucoup de jeunes Français, on allait avoir quand même des compétiteurs qui ne se faisaient pas payer le prix de vedette sur le retour, qui venaient finir leur carrière internationale en France en jouant sur leur nom, etc. Et donc, je suis très content de voir que tous les grands clubs ont maintenant un centre de formation, et je me réjouis de voir que dans les équipes qui jouent le top 14, on ne trouve plus sur les feuilles de match des compositions d'équipe avec 2 Français sur 15. Maintenant, il y a là, et c'est une des raisons pour lesquelles l'équipe de France s'est redressée l'année dernière. Et Galtier a eu raison de faire confiance à des jeunes, mais il y avait aussi le travail des clubs qui a fini par payer et donc sortir un petit peu. Bien sûr qu'il faut des étrangers de qualité qui viennent, ça ne peut qu'enrichir, mais il ne faut pas que ça soit la majorité, et surtout, il ne faut pas prendre des Fidjiens ou des Samoans ou des Tongiens comme une main-d'œuvre bon marché qu'on obtient à vil prix, dont on ne s'occupe pas, et souvent ça entraîne des drames. Il y a eu un film qui a été fait là-dessus, sur un Fidjien en France. Mais voilà, alors le rugby français a des atouts considérables. C'est quand même la 2e nation du monde, après l'Angleterre, au nombre de joueurs de rugby. On n'a plus de joueurs de rugby que les All Blacks, on n'a plus de joueurs de rugby que l'Afrique du Sud. Et donc, il est normal
qu'on revienne un petit peu à cette grandeur du 15 de France qu'on a connue lorsqu'il a remporté le Grand Chelem et tout ça, lorsqu'il a gagné en Nouvelle-Zélande, etc. Et est-ce que vous pensez que c'est de bon augure pour la Coupe du Monde 2023 en France? Oui, je pense, parce que ces jeunes qui sortent aujourd'hui, ils vont encore mûrir, ils seront en pleine maturité au moment de la Coupe du Monde. Les Tamac, les Dupont, même Ficou, tout ça qui sont jeunes, Thomas, Bucci à l'arrière, Olivon qui est d'ici, de Saint-Pé-sur-Nivelle, capitaine. Et on a des grands joueurs, Joseph en numéro 8, Bamba et d'autres. Il y a plein de très bons joueurs. Et autre fait important, le fait que les clubs aient des centres de formation importants, bien dirigés, amène une jeunesse dans des banlieues défavorisées à pratiquer le rugby. Et on remarquera le nombre de Noirs qui jouent maintenant dans les grands clubs. Il y en a plein. Et ils sortent tous, ou presque, de banlieues défavorisées. Et par les centres de formation, dont le premier exemple avait été Massy, un petit club de la région parisienne, qui a sorti je ne sais combien de joueurs. Mais depuis, tous les clubs ont des espoirs mais de classe internationale qui sortent de leur centre de formation. Directement formés, non pas venus de la 2e ou de la 3e division, mais formés dans leur club. Et ça, c'est important, en dehors du fait qu'on peut toujours, évidemment, faire venir des gens de la fédérale ou d'ailleurs. Et vous pensez justement que, parce qu'on entend beaucoup parler dans le rugby du French flair, et vous qui avez écrit justement la fabuleuse histoire du rugby, est-ce que vous pourriez nous donner une définition? C'est-à-dire que le French flair, d'abord, ça a été inventé par les Anglais. Mais ça tenait au fait qu'on appelait les joueurs de rugby les unpredictable Frenchmen, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'ils allaient faire. Et dans l'esprit français, il y avait une sorte de désobéissance à des règles strictes, etc. Les Anglais, ils avaient décidé de jouer comme ça, après, ils allaient jouer. Les Français, ils avaient ce sens de l'improvisation que l'on trouvait chez Dauger, chez les Boniface, chez Codorniou, Mazot et tant d'autres, qui faisait qu'on n'était jamais certain de ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne le savaient peut-être pas, mais c'est donc ce côté improvisation du rugby français qui, d'un seul coup, apportait une nouveauté en même temps qu'une surprise et souvent des exploits qu'on n'imaginait pas une seconde avant, quoi. L'équipe de France était dominée, puis d'un seul coup, bam, ça partait. Et donc, c'est de cet esprit d'improvisation très français dans tous les domaines, et d'individualisme un peu, qui fait que les joueurs de rugby français ont fait des choses imprédictibles, qu'on ne pouvait pas prévoir, et qui faisaient que ça étonnait énormément les Britanniques, qui étaient habitués à jouer dans un certain carcan, avec des directives qu'on disait au départ et qu'on respectait quoi qu'il arrive. Alors que l'équipe de France était capable de changer. Ce qui a manqué par la suite, c'est qu'on n'a pas eu, peut-être par cette politique trop portée sur la main-d'œuvre étrangère, on n'a pas eu ce renouvellement de génération, on n'a pas eu ces joueurs, et le French flair, comme disent les Anglais, avait un peu disparu. Et on l'a retrouvé contre le Pays de Galles, et même déjà l'année dernière, avec des joueurs justement très jeunes.
Maintenant, à un moment donné, on ne trouvait pas de demi d'ouverture. Et maintenant, vous avez une Tamac, vous avez Carbonel, vous avez celui de Bègle, vous en avez un autre très bon à Lyon. Et donc, maintenant, vous avez des demi d'ouverture formés dans les clubs. Et donc, c'est l'illustration que la formation amène l'enrichissement. Bien sûr. Et moi, j'avais une question encore sur votre carrière à l'équipe. Donc, en 94, vous quittez l'équipe et à ce moment-là, vous êtes directeur de la rédaction. Est-ce que vous aviez toujours une casquette qui était très spécialisée sur le rugby ou vous étiez sur tous les sports? Oui, non, j'ai toujours eu une casquette sur le rugby, mais j'avais une autre directive. On m'avait un peu chargé. J'ai été le premier, peut-être, bien avant d'être à la retraite, de m'intéresser à la révolution technique qui arrivait. La presse écrite n'avait pas cette notion de la révolution technique qui arrivait. On en était encore aux ateliers avec le plomb fondu, les linotypes et tout ça. Et moi, j'avais fait une étude un jour à Nantes, et j'avais été surpris que déjà, dans certains petits journaux, on se lançait dans les techniques nouvelles, c'est-à-dire la photocomposition, des choses comme ça. Et avec le directeur technique de l'équipe, Jacques Martineau, nous sommes allés visiter La Vanguardia en Espagne, le Journal de Genève, des journaux français comme Le Bien Public, Le Provençal et tout ça, pour voir les premières expériences. Et j'avais fait des notes en disant il est capital de s'intéresser à la révolution technique. Et on a fait cela, et ça a permis d'avoir l'expédition du journal L'Équipe. D'abord, on a été le premier à imprimer à Paris et à Toulon. Seul le New York Times en faisait autant avec son édition de Londres et son édition de Paris. Nous, on était la première du continent à imprimer dans 2 endroits différents parce que c'était très long. En chemin de fer, ou alors en avion, il fallait boucler que l'avion parte à minuit, il fallait boucler à 11h30. On ne terminait pas les matchs. Et ça nous a permis, après, de développer. Maintenant, les journaux sont imprimés à Toulouse, etc. Moi, ici à Asquin, on reçoit le journal qui vient de Toulouse. Bon, là, c'est un progrès considérable. C'est-à-dire qu'à Asquin, il y a le journal à 6h du matin, alors qu'avant, à Carcassonne, vous le receviez, le journal du jour, vers 18h. Donc, vous êtes un des pionniers, justement, de la... Et ça m'a passionné de participer à cette révolution technique, de la diriger et finalement de la réussir. Comme ça, que notre atelier a été petit à petit, avec des travaux considérables, de plus en plus envahi par le digital sur le plomb. On jetait les linotypes, ce qui est dommage parce qu'on aurait pu les conserver par-dessus bord pour agrandir l'atelier. Et petit à petit, l'atelier a perdu cette odeur de plomb fondu, etc. pour un air conditionné, des blouses blanches et des types qui travaillent. Et j'étais aussi à l'origine des premiers ordinateurs dans une rédaction. On avait un mal fou à les obtenir. C'était des ordinateurs qui avaient la capacité de 10 feuillets. Oui, 10 feuillets. Et il fallait les envoyer avec des bonnettes qu'on mettait sur des écouteurs de téléphone et qui envoyaient, par un système assez complexe, ce qui était dans l'ordinateur
dans un autre ordinateur à Paris. Et alors au début, nous n'avions que la valeur de 10 feuillets en réserve. Aujourd'hui, vous voyez l'immense, et ça c'est en quelques années, l'immense pouvoir qu'a un modeste ordinateur. Et nous, ça coûtait une fortune, on n'arrivait pas à les avoir. C'était des Tandy qui étaient d'origine américaine, qu'on achetait en Suisse. Et donc, avec des bonnettes, on branchait un fil sur l'ordinateur qui avait 2 bonnettes, comme 2 écouteurs, qu'on mettait sur le combiné téléphonique. Alors, vous voyez ça dans une cabine téléphonique. Déjà, c'était étonnant, quoi. Et la première Coupe du Monde en 87, on avait un truc déjà extraordinaire, c'était le fax. C'est-à-dire que notre copie, elle était prise par un téléphoniste, il amenait derrière les tribunes sur une machine qu'il envoyait à Paris. C'était une révolution. 87, c'est pas... Et donc, après, il y a eu le fait, il a fallu pour cela négocier avec le syndicat du livre, qui voyait là une menace pour les effectifs, ce qui était vrai. Mais au début, ce qu'envoyait le journaliste par son ordinateur était retapé par un ouvrier du livre. Alors qu'aujourd'hui, la copie du journaliste va directement au secrétariat de rédaction, qui la relit pour voir s'il y a des bêtises, et il l'envoie directement dans la mise en page. Alors qu'à l'époque, un ouvrier du livre retapait ce que vous aviez envoyé. C'est ça, ce que vous envoyez, par exemple, dans les années 50 par télégramme, quelqu'un le retapait à Paris. Ah oui, ça oui. Mais pire, c'est que lorsque venue la réussite de cette révolution technique, où on avait enfin des ordinateurs personnels, vous envoyiez votre copie directement à Paris, il recevait un texte sur son ordinateur. Eh bien, au début, on n'avait pas le droit de l'utiliser. Il fallait qu'un ouvrier du livre le retape derrière. Oui. Alors, depuis, il y a eu des accords. Maintenant, ça passe. Maintenant, quand je vois le barda qu'avait un photographe de l'époque, dans les années même 80, et aujourd'hui, avec le numérique, le type... Il fait ses photos sur le bord du terrain d'un match de rugby ou d'autre chose. Il remonte dans les tribunes, il le compose et paf, il va en avoir 3, 4, 5 en 5 minutes. Alors que nous, à l'époque, quand on avait... il fallait envoyer un technicien avec la valise Belin et tout ça pour faire véhiculer une photo. Maintenant... Le type, avec son portable, presque, il vous l'envoie sur la séance tenante, quoi. Ah oui, ça a bien changé. Ça, c'est l'évolution. Ah oui, en effet. Moi, j'avais une dernière question, une question traditionnelle pour finir ce podcast. C'est si vous deviez choisir une musique préférée ou un artiste préféré, ce serait lequel ? Ah, c'est difficile. C'est difficile. Je me souviens de l'émotion que j'ai pu avoir avec Édith Piaf, avec Yves Montand, avec Brassens, avec Jacques Brel, que j'allais voir. Bon, je crois qu'en fin de compte, j'aurais un goût particulier pour Jacques Brel, parce que sa vie est exceptionnelle. Cette façon d'aller mourir aux Marquises. Et puis, je l'ai vu sur scène, c'était une bête de scène. Alors qu'au début, il n'était pas du tout, qu'il était timide, qu'il n'osait pas. Il est devenu une bête de scène et il vivait ses chansons. Et je pense qu'il y a quelques-unes de ces chansons qui resteront immortelles. Mais j'ai beaucoup de mal à mettre au second rang Brassens, Ferré.
et où Edith Piaf et Montand. Bon, Ce vous me sont direz, tous des grands artistes. oui. Aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui n'ont pas cette présence en scène, je trouve cette qualité mélodique qu'avaient des auteurs comme Brel, comme Brassens. On a eu une période d'artistes dits de variété qui était un peu exceptionnelle. Et bon, j'en garde beaucoup. Mais à côté de ça aussi, j'ai par exemple une grande admiration pour un guitariste espagnol qui est décédé, qui s'appelait Paco de Lucia, que j'ai vu ici plusieurs fois, et qui était un joueur de guitare exceptionnel. Vraiment, il avait une virtuosité incroyable. J'ai acheté ses disques, Paco de Lucia, voilà. Eh bien, on écoutera tout ça. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour répondre à mes questions. Ça m'a fait très plaisir et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, sûrement à la prochaine fois pour de nouvelles choses. J'ai plein de choses encore, mais... Bon, tant mieux. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce 9e épisode jusqu'au bout et bonne année 2021. Je n'ai pas pu encore vous souhaiter. En tout cas, j'espère que cette rencontre avec Henri Garcia vous aura plu. C'est vraiment un monument du journalisme sportif français, de ses débuts avec Camus jusqu'à à la tête de la rédaction de l'équipe. Pour moi, ça a été vraiment passionnant de rencontrer et surtout en tant qu'amateur de rugby. Ça a été un petit peu difficile de l'enregistrer car, comme vous avez pu le comprendre, c'est un vieux monsieur et on l'a fait avec une distance assez lointaine et avec des masques, mais on s'en est sorti et il m'a vraiment impressionné et on a passé beaucoup de temps à se remémorer ses souvenirs. Donc ça a été pour moi un réel plaisir de vous le partager. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire sur Apple Podcast ou tout simplement en m'envoyant un message sur Instagram. Si vous souhaitez également avoir plus de journalistes sportifs, plus de coulisses sur le sport de haut niveau, vous pouvez me le dire directement dans les commentaires ou sur le Instagram laligne.podcast. Je suis également aussi en train de lancer un peu le compte Twitter. Dites-moi aussi si vous êtes sur Twitter et si ça vous intéresse que je sois plus présent sur ce réseau social. Donc, comme toutes les semaines, je lis un de vos commentaires qui est cette fois de Granary qui me dit « Super projet, une grande diversité dans le choix des invités et des sujets de conversation variés ». Eh bien écoute, ce commentaire me fait très plaisir, surtout après cet épisode, avec un personnage méconnu du sport de haut niveau qui est Henri Garcia, mais qui pourtant aura contribué grandement à la démocratisation du journalisme sportif et la place qu'il a aujourd'hui dans notre société. Donc merci à toi Granary et je vous dis bien sûr à dans 2 semaines pour le 10e épisode déjà de ce podcast qui s'annonce, comme vous le savez sans doute, exceptionnel. À très vite.